Votre Excellence, Dr Kourim Fakim, président de la République de Maurice, cher Amina, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui dans le cadre des HEC Africa Days. Je souhaiterais aborder 4 thèmes, si vous en êtes d'accord. Dans un premier temps, parler du rôle de la femme en Afrique, puis parler des enjeux éducatifs, du développement durable et terminer sur un thème qui, je sais, vous tient tout à fait à cœur, qui est celui du réchauffement climatique. Pour commencer, vous avez été élu en 2015 au poste de président de la République. Vous êtes la première femme à avoir accédé à cette fonction prestigieuse. Dans beaucoup de pays, ce sont les hommes qui sont au pouvoir. Et je crois que l'Afrique ne fait pas exception en la matière. Quel type de mesures préconiseriez-vous de façon à ce que les femmes puissent accéder plus fréquemment à des postes à haute responsabilité en Afrique? D'abord, merci Bertrand, merci pour considérer la présidence et moi en particulier pour cette interview avec la HEC Afrique. Et vous parlez effectivement des thèmes qui sont prioritaires, la présence féminine entre autres, et on va terminer comme vous dites sur le changement climatique. Alors pour revenir avec la présence féminine en Afrique, nous avons effectivement 2 chefs d'État pour l'instant, mais si vous le mettez dans un contexte international, nous sommes à moins de 20. 20, c'est un pourcentage très très faible de participation féminine. Alors là, ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est le questionnement non seulement de la présence féminine au plus haut sommet de l'État, mais c'est le questionnement de la présence féminine dans toutes les sphères des activités économiques ou autres. Et si on revient sur le continent africain, nous avons Maurice avec un taux relativement faible de présence féminine dans les sphères politiques. Un pays qui reste un pays phare au niveau de la présence féminine, au niveau de la politique, reste quand même le Rwanda. Ce qu'il faut faire, c'est regarder en fonction de cette présence féminine en parallèle avec le développement économique. Et vous allez voir, par exemple, les progrès qu'a fait le Rwanda. Je ne dis pas que c'est entièrement attribuable à la présence féminine, mais je crois qu'il y a cette façon de voir les choses, cette façon de faire les choses au niveau de la présence féminine dans les prises de décision qu'on doit regarder, qu'on doit remettre en question, regarder aussi le bienfait de cette présence féminine à l'échelle politique, au niveau des boards, au niveau de toutes les instances économiques et autres. Et là, nous avons vu qu'effectivement, quand il y a une présence féminine, les données changent parce que les prises de décision font que ça fait tourner pour le bien de la société. Et je crois que c'est ça qu'il faut remettre en contexte. Remettre en contexte l'intuition féminine, le potentiel féminin. Et comme je dis tout le temps, ça peut paraître un peu cliché, on ne peut pas gagner un match de foot si on exclut 52% de son effectif. Et c'est ça que j'essaie de militer, de porter un peu cette voix à travers le monde, qu'on doit reconsidérer notre prise de position et aussi faire tomber les préjugés. Parce qu'il ne faut pas se leurrer du fait qu'il y a aussi cette notion d'avoir plus de femmes qui fait peut-être peur à la gente masculine. Alors c'est ça qu'il faut regarder, re-questionner pour qu'on arrive à trouver ce juste milieu et avoir vraiment la présence féminine dans toutes les sphères de prise de décision. Amina, vous êtes chercheur internationalement reconnu, vous êtes professeur, doyenne de l'Université des sciences, pro-vice-chancellor de l'Université de Maurice. Et je serais intéressé de savoir qu'en tant qu'académique, quelles sont des suggestions que vous pourriez faire pour promouvoir l'éducation en Afrique? Il y a aussi notre étape de ma vie, entrepreneur. C'est important de mentionner ça parce que c'est une étape très importante, surtout pour le continent africain, de parler au-delà de l'aspect académique et revenir aussi sur l'entrepreneuriat. Mais maintenant, pour revenir avec l'éducation. Vous savez, l'Afrique, c'est quand même 54 pays, donc on ne va pas peut-être juxtaposer le continent africain contre, disons, certains pays en Asie. Mais pour expliquer un peu le besoin de faire dans l'enseignement supérieur,
il faut peut-être, à juste titre, comparer l'évolution de certains pays africains vis-à-vis de certains géants asiatiques pour l'instant. Alors, je vais repartir 50 ans en arrière. Je prends par exemple l'exemple coréen. Je reprends l'exemple indien, parce que pour la Corée, il y a eu effectivement une prise de décision très volontaire de la part des dirigeants. Si on regarde le pays comme l'Inde, par exemple, il y a eu la stratégie de Nehru, effectivement dans les années 50, pour dire que la science, c'est important, l'investissement dans le capital humain est important, l'investissement dans l'enseignement supérieur est important. Et qu'est-ce que ces pays ont fait? Ces pays-là, je prends par exemple l'Inde, ils ont investi dans le capital humain, ils n'ont jamais coupé les budgets, même quand le pays allait mal, l'économie allait mal, et ils ont maintenu. Et à partir du moment où le développement devrait se faire au travers de la matière grise, le pays a connu un envol très important. Si on revient avec la Corée, le per capita, comme on dit, du Coréen moyen, il y a 50 ans, c'était comparable à un pays africain. Et qu'est-ce que ce pays a fait? Ce pays a passé des décennies, par exemple, à investir dans l'éducation, dans le capital humain, parce que ce pays n'a pas vraiment de ressources dans le sous-sol. Alors, ils ont eu une stratégie, ils ont eu un leadership, ils ont eu une vision et surtout une volonté. Une volonté de commencer avec l'éducation primaire, secondaire, tertiaire, et puis par la suite, nous avons vu le montant que le pays met dans le développement pour la recherche, la science, la technologie et l'innovation. Et maintenant, ce montant qui est investi par l'État, il y a quand même une certaine contribution du secteur privé dans cette évolution. Et le pays, on sait maintenant que c'est un géant, etc. Alors, maintenant, on revient avec l'Afrique. Je parlais d'un pays moyen en Afrique, qui est vrai aussi pour l'Afrique subsaharienne. On n'a pas eu ce déclic. On n'a pas eu ce déclic pour plusieurs raisons. Peut-être on s'est basé sur le fait que le pays devrait explorer seulement la matière première. Et on a vu effectivement qu'avec l'exploitation de la matière première, le continent, les pays qui constituent le bloc continental, certains pays ont connu un envol très important. Mais à partir du moment où il y a eu la crise au niveau de la matière première, ça a impacté la croissance. Alors, le continent africain est un continent qui se rajeunit. Et l'âge moyen, c'est entre 18 et 20 ans. Moi, je dis, et je le redis, le capital du continent africain, ce n'est pas les ressources dans le sous-sol, c'est le capital humain. Et si on arrive à vraiment donner les moyens à ces jeunes, si on arrive à les encadrer pour devenir des entrepreneurs, moi, je pense que le continent africain va vraiment faire un miracle dans le temps. Pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi travailler avec le secteur privé? On a eu effectivement des modèles asiatiques et autres. C'est parce qu'on devrait faire dans la qualité de l'enseignement supérieur. Et c'est cet élément-là qui n'était peut-être pas présent dans le développement, les MDGs comme on dit, mais qui se retrouve maintenant dans les SDGs. Parler de la qualité de l'éducation et parler aussi du fait qu'il faut faire avec le secteur productif de l'économie. Si on met tous ces ingrédients autour, dans cette réflexion qu'on doit faire sur le continent africain, moi je pense qu'il n'y a pas de raison pour que le continent ne fait pas son décollage économique et devienne vraiment une puissance. Si on regarde la situation particulière de Maurice, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre constant soutien depuis le lancement du bureau d'HEC pour l'océan Indien, l'Afrique australe et orientale. Je peux témoigner de votre engagement pour l'éducation, mais je sais aussi que Maurice a des fortes ambitions de se positionner comme un hub régional en matière d'éducation. Vous savez, le cas Maurice est aussi un cas très intéressant. Parce qu'encore une fois, nous n'avons rien comme ressources, disons, des ressources de ce sol, par exemple. Nous avons seulement le capital humain. Et si vous regardez l'évolution de l'économie mauricienne depuis l'indépendance, on a eu effectivement chaque 10 ans, on est venu avec un projet qui a aidé à diversifier l'économie.
Alors on a diversifié l'industrie de la canne, on est parti avec une industrialisation rudimentaire, et puis on est passé au service. Et maintenant, là, on est vraiment à la croisée de chemin pour se dire dans quelle direction aller pour qu'on ait cette croissance. Mais au-delà de la croissance, on doit aussi créer de l'emploi. Et c'est là où il y a le Premier ministre, dès à sa prise de fonction en 2014-2015, qui est venu avec la stratégie du développement économique de Maurice. Et on a mis l'emphase sur le fait qu'on doit développer ce capital humain, mais travailler le capital humain en collaboration, en concertation avec les pays africains. Et c'est ça où est devenue l'idée d'avoir ce qu'on appelle le Knowledge Hub, comme on parle souvent, c'est de développer le capital humain, mais aussi ancrer ça avec une participation des bonnes institutions à l'étranger, et entre autres, comme vous dites, vous-même vous êtes de HEC, et HEC reste quand même une référence à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale de qualité, et on veut travailler avec ces institutions de qualité pour vraiment faire monter la qualité de l'enseignement à Maurice et vraiment créer ce hub dont on parle et devenir vraiment le pont aussi entre l'Afrique et l'Asie. Parce que notre volonté, c'est quoi? Nous avons un petit territoire, mais nous avons un positionnement dans l'océan Indien qui est quand même stratégique, et vraiment capitaliser sur ce positionnement pour agir comme le pont entre les deux continents, et pourquoi pas devenir cette référence au niveau de l'enseignement supérieur sur les ambitions. C'est un très bel enjeu, et depuis 3 ans que nous sommes basés à Maurice, on a pu constater combien l'économie mauricienne en fait présente des spécificités qu'il est intéressant d'étudier aussi. Donc c'est de développer une activité de recherche sur les caractéristiques des économies insulaires, mais aussi, vous avez parlé précédemment d'entrepreneuriat, je crois qu'il y a un très fort esprit entrepreneurial à Maurice, et je pense qu'entre l'éducation et ce très fort esprit entrepreneurial, ça mène à être optimiste pour l'avenir de Maurice. L'optimisme est permis parce que j'étais entrepreneur, et à ma petite façon, quand je voulais que mon entreprise fasse bien, je prenais les meilleurs éléments. Et du coup, vous avez une valorisation du capital humain au travers des stratégies méritocratiques. Et c'est ça qu'on doit absolument faire émerger, que chez chaque personne, chaque jeune, crée son entreprise, devenez un entrepreneur, mais voulez la qualité dans son effectif, que forcément, on va très très vite dans ce qui est l'aspect méritocratique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire émerger et faire vraiment connaître et faire comprendre que le développement de l'entreprise, le développement d'une société, ça passe par le mérite. Alors vous l'avez rappelé, vous êtes non seulement académique, mais aussi une femme entrepreneur, successful, il faut souligner, et vous êtes, pour nous qui sommes dans une institution académique, un modèle dans la mesure où vos travaux de recherche qui ont été reconnus internationalement, vous avez eu le prix notamment lauréat UNESCO pour les femmes et la science, vous ont amené à diffuser les résultats de vos travaux de recherche en chimie organique dans la sphère économique, avec la création d'une société où vous valorisez ces connaissances au profit de la médecine traditionnelle par les plantes. Et je serais intéressé à savoir, est-ce que vous pensez qu'à l'échelle du continent africain, il est possible d'allier un développement économique tout en ayant un respect de la dimension environnementale? Vous savez, quand je vais commencer à travailler sur les médecines traditionnelles, ce n'était pas perçu comme étant très crédible. Mais encore une fois, il faut juxtaposer cette perception vis-à-vis de 2 grands pays comme l'Inde et la Chine. Ces 2 pays ont une reconnaissance profonde et un respect de leurs recettes, de leurs médicaments, de la tradition ancestrale, qui n'a pas été le cas en Afrique pour plusieurs raisons. Alors à partir du moment où il y a cette reconnaissance, ce respect, on a vu par exemple l'octroi du prix Nobel en Chine et l'artémisinine qui reste quand même un puissant médicament contre le palu. Mais ce qui veut dire que ce potentiel existe aussi en Afrique.
Mais en Afrique, on a fait dans l'oralité, qui veut dire que la transmission n'a pas été documentée. Et moi, ce que j'avais commencé à faire, je dis, ben, si ces gens-là se font se traiter et ils croient Dieu comme fait qu'il y a des résultats, ben, ça reste un créneau à creuser. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par documenter. Et cette documentation est devenue importante parce que c'était un des rares exemples de le continent africain où on a vraiment documenté de manière systématique ces recettes traditionnelles. Et pourquoi c'est devenu un enjeu économique? C'est que si on veut une reconnaissance de cette recette, de ces ingrédients, de ces médicaments à l'international, il faut qu'il y ait au moins 15 ans de reconnaissance dans le pays, sous forme documentée, qui constitue dans le jargon légal le prior art. Alors, à partir du moment où on a cette documentation, on peut aller plus loin dans le développement des ingrédients. Alors, ce que moi j'ai fait, j'ai commencé à documenter, j'ai commencé à valider dans deux différents temps, par exemple dans tout ce qui est maladies transmissibles et autres conditions comme le diabète par exemple, parce que nous avons ce problème Maurice. Alors l'enjeu c'est de trouver des créneaux porteurs. Pour Maurice par exemple, encore une fois un petit pays, mais nous sommes dans ce qu'on appelle un point chaud planétaire au niveau de la biodiversité unique au monde. Alors pour moi, c'était de creuser dans cette direction. Alors l'idée de créer la société après, c'est devenu à partir du moment où on se dit, oui, nous avons des plans uniques, nous avons une biodiversité unique. Maintenant, l'industrie est demandeur de nouveautés. Alors pourquoi ne pas aller dans cette direction pour explorer plus loin? Et c'est comme ça qu'on a créé la société CIDP Recherche Innovation, qui était anciennement CFI, Centre de phytothérapie et de recherche, pour ajouter cette dimension d'innovation dans un créneau où on était porteur, où on était vraiment unique au monde. Et moi je pense que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légitime que les continents africains documentent, valident, valorisent, mais surtout trouver ce fil conducteur qui pourra mener à une industrie innovante au niveau des matières premières. Puis, peut-être pour terminer, je souhaiterais revenir sur un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez fait une intervention très remarquée lors de la COP21 sur le réchauffement climatique. À l'échelle de l'Afrique, quels sont, selon vous, les principaux défis qui doivent être relevés et quelles seraient les mesures qu'il conviendrait de prendre? Là, je vais devenir un peu émotionnelle, parce que le continent africain n'a vraiment pas émis de gaz à effet de serre, encore moins des îles comme Maurice, entre autres. Mais je crois que le continent africain est déjà impacté et sera encore plus impacté par le gaz à effet de serre. Donc déjà, il y a un enjeu très très important au niveau économique et au niveau de migration. Parce que quand on parle de migrants, c'est aussi, moi je pense que ce sont aussi des migrants climatiques. Et quand on regarde le secteur d'agriculture par exemple, 60% des terres arables se trouvent sur le continent africain. Et les données sont là que si on arrive à augmenter la productivité agricole, si ce n'est que 1, 2 ou 3%, on va sortir beaucoup de gens de la pauvreté extrême. Alors, si on regarde ces enjeux, et si on regarde par exemple Maurice, un petit État insulaire en développement, nous sommes 13e sur le World Risk Report de changement climatique. Alors, ces pays, ce continent africain avec les îles comme Maurice, nous serons impactés de manière brutale par le réchauffement, par la montée des eaux, et on a déjà constaté à Maurice des pluies, des inondations qui sont quand même bizarres. Par exemple, en 2013, on a eu des pertes de vie avec une trompe d'eau qui a donné 200 mm d'eau en 3 heures. Alors, pour moi, ce sont des symptômes du fait que le changement climatique, c'est déjà là. Alors, mon plaidoyer au COP21, c'était pour attirer l'attention sur ce problème. Et déjà, si vous regardez dans les îles Pacifiques, il y a pas mal d'îles qui sont déjà sous l'eau. Et donc les plaidoyers étaient pour dire que oui, on doit travailler ensemble parce que le problème du changement climatique, c'est pas seulement un pays, un continent, c'est global. Et on a vu par exemple au niveau de l'impact de El Niño
sur la Grande Barrière de Corail en Australie. Donc il veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus travailler uniquement comme un pays, comme une région, mais ça doit être une approche globale. Et quand on parle de Green Climate Fund, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on doit dire que c'est un fonds qui se met en place pour la protection de l'humanité. Alors je reviens encore une fois sur cet aspect humanité, parce que la diversité mondiale se trouve dans les pays du Sud, dans les îles, etc. Et si on regarde 1,4% de la superficie de la Terre, qui regroupe plus de 40% des espèces de la biodiversité, ce sont des chiffres qui sont parlants. Parce que cette biodiversité, ça, l'écosystème, la résilience de nos écosystèmes, ça assure la survie de l'humanité sur Terre. Alors, si vous regardez ces éléments dans sa globalité, on se rend compte que nous sommes tous concernés. Et le changement climatique, c'est quelque chose, pour moi, c'est peut-être le plus gros fléau qui guette l'humanité. Mais on ne parle pas assez, on n'en parle pas assez, et peut-être les citoyens lambda ne se rendent pas compte des dangers qui nous guettent au niveau du changement climatique, qui va impacter tout. L'écosystème, la sécurité, l'agriculture, l'eau, l'énergie, même la santé. On parle beaucoup, on ne se rend pas compte, par exemple, qu'avec le réchauffement climatique, on a vu, par exemple, les dégâts qu'on fait Zika. On voit des poches de dengue qui apparaissent un peu à travers le monde. Et tout ça, par moustique. Alors, les vecteurs, qu'on ne se rend pas compte, mais tout ça, ce sont des dangers qui nous guettent. Et là, on demande une réflexion globale. Et pas nationale ou bien régionale, mais une réflexion globale pour vraiment parler de manière très, très sérieuse et se donner aussi les moyens. Et pour revenir au continent africain, il faut que l'Africain soit armé de la technologie, les moyens et tout le reste pour encadrer, pour qu'on n'a pas ce qu'on voit déjà, les symptômes du changement climatique. Écoutez, merci beaucoup, Amina, pour cette interview que vous avez accordée à la State House. Merci infiniment. Merci, c'est un plaisir de vous parler.